Rendez-vous aux fêtes de Noël en suivant la météo sur France 3 avec les magasins Vima. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Et nous sommes allés dans la station d'Alvar en Isère pour voir comment les touristes profitaient de leur premier jour de vacances. Des vacances de Noël sans beaucoup de neige. Nous parlerons d'ailleurs de cet épisode de douceur qui se prolonge avec Serge Taboulot. Il est le chef de Centre Météo France à Grenoble. À l'occasion des fêtes de fin d'année, la préfecture de Haute-Savoie organisait aujourd'hui une opération de contrôle sur la sécurité des jouets, une opération de communication surtout visant à rassurer les consommateurs, car de la fabrication à la vente, les jouets subissent toute une série de tests et de contrôles. Nous suivrons aussi l'entraînement olympique du Père Noël dans les Alpes. Escalader les cheminées, la Hotte pleine de cadeaux, aller de village en village, ça ne s'improvise pas, surtout en montagne. Alors tout le mois de décembre, c'est cours d'escalade et ski de fond pour être fin prêt le jour J. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici les principaux titres. Un policier à la retraite soupçonné d'avoir fabriqué la fausse bombe à l'origine d'un atterrissage d'urgence d'un avion d'Air France ce week-end au Kenya. L'homme a été placé en garde à vue. Les passagers sont arrivés ce matin à Paris, épuisés mais soulagés. Et puis la chute de Michel Platini et Sepp Blatter, les deux figures de football ont été suspendues pendant 8 ans de toute activité. Ils sont accusés de conflit d'intérêts et de position dominante. Michel Platini dénonce une mascarade. Une limite pluie neige à 2300 mètres d'altitude dans l'Oisans, température très douce pour la saison. Je vous le disais en titre, l'hiver se fait attendre, mais vous allez le voir, les touristes et les skieurs sont au rendez-vous et surtout, ils s'adaptent. Exemple à Alvar en Isère avec le reportage de Cédric Lepoitvin et Franck Serroni. Il peut bel et bien ranger ses raquettes. Laurent Dousseau a dû annuler toutes les randonnées qu'il avait prévues aujourd'hui. Certes, il y a tout juste suffisamment de neige pour ce genre de pratique, mais c'est la météo qui, cette fois-ci, lui joue des tours. Il doit donc s'adapter. J'ai aussi proposé d'autres activités un peu plus nature, un peu plus, on va dire, estivales, pour offrir une diversité d'activités pour s'adapter justement aux conditions du moment. Sur les bons conseils de Laurent, Noëlla et sa famille ont trouvé une solution de repli. Bon bah bonne balade alors. C'est à pied qu'ils iront découvrir la montagne. C'est ça aussi la montagne, ouais. C'est de rester, c'est de profiter, c'est de faire fonctionner ce qui fonctionne, voilà, en parallèle des remontées mécaniques et du ski, quoi. Le ski reste la discipline phare de la petite station. Les cours sont maintenus, mais la neige se dégrade et seules 8 pistes sont ouvertes. Certains vacanciers revoient leur agenda pour profiter autrement du massif de Beldon. On a déjà fait du VTT. Demain, on a prévu justement une rando à ski pour partir dans les hauteurs sur le hors-piste et du parapente aussi. Ce sera les marchés de Noël et puis les balades puisqu'on vient de Paris, donc on découvre. D'autres préfèrent se la couler douce et se réfugier au chaud. On skie quand même un petit peu. On accompagne les enfants qui, eux, vont au cours de l'école du ski français. Et puis, on fait des petites pauses apéro, se nourrir. Que ce soit sur les skis, en haut des pistes ou au coin de la cheminée, tout le monde trouve son bonheur en attendant Noël et surtout la neige. Alors cet épisode de douceur va-t-il se prolonger si exceptionnel que cela? Eh bien pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille Serge Taboulot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur Météo France, chef du Centre Météo France de Grenoble. La neige va-t-elle arriver bientôt? Pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas dire qu'on l'attend. Les dernières prévisions nous laissent augurer d'un temps qui redevient anticyclonique et très doux pour la saison, au moins jusqu'au 1er de l'an. Donc la deuxième semaine, toujours La douce. deuxième semaine, malheureusement, on ne peut pas s'attendre donc à des chutes de neige. Ce qui est vraiment exceptionnel, ce ne sont pas les valeurs de douceur que l'on relève actuellement, mais bien plutôt la durée de cette douceur. C'est l'ensemble du mois de décembre qui va être sans doute record, mais en moyenne et non pas au jour le jour. Par exemple, on a toujours la mémoire courte, j'ai relevé pour un 16 décembre en 1989 une température de 22,9 degrés au Versou. Oui, mais c'était ponctuel. C'était ponctuel. Là, c'est vraiment répété, ça fait plus d'un mois que la douceur sévit. L'hiver dernier aussi, il était assez doux.
Alors l'hiver dernier, nous avions également un Noël sans neige. Lorsqu'on regarde les données du col de Porte, le laboratoire de Météo France à 1320 mètres en Chartreuse, on s'aperçoit que sur 55 hivers de l'historique dont on dispose, nous avions 9 Noëls sans neige. Ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est que 4 de ces Noëls sans neige sont dans les années 2000 et 2010. Et il y a en particulier 2000-2001. Et bien sûr, il va y avoir 2014 et 2015. Donc selon vous, il faut s'attendre à d'autres Noëls comme ça, d'autres vacances de Noël sans neige? Ce qui est certain, c'est qu'il y a, je dirais, 2 phénomènes dont on a toujours du mal à faire le tri. Le premier, c'est la variabilité naturelle d'une année sur l'autre. Il y avait des Noëls sans neige au 19e siècle, au début du 20e siècle. Et puis le deuxième, c'est effectivement la tendance au réchauffement global dans les Alpes. Et cette tendance se traduit par exemple, une période d'enneigement au col de Porte qui est de 1 mois et demi moindre qu'elle ne l'était dans les années 60. C'est vraiment la date du premier enneigement et la fin de l'enneigement au printemps qui ont été reniés de manière très importante déjà. Bon, mais ça ne veut pas dire assez rapidement qu'on n'aura pas de neige là pour février ou pendant tout l'hiver. Alors ça ne présage pas de l'hiver, hein, Noël au balcon, mais peut-être pas cotisons. En fait, on n'a pas de diagnostic fiable. Les prévisions saisonnières sont encore, je dirais, du domaine du fantasme. Donc le cœur de l'hiver, espérons-le, arrivera bientôt. On croise les doigts. Merci beaucoup Serge Tableau d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci. Une quinzaine de gendarmes ont effectué une opération de contrôle toute la matinée de ce lundi au péage autoroutier de Crolles dans le sens Grenoble-Chambéry sur l'A41. Il s'agissait d'une opération anti-délinquance effectuée dans le cadre de l'état d'urgence avec à la clé donc un contrôle aléatoire des véhicules. Souvenez-vous, il y a presque 1 an, aux Ouches en Haute-Savoie, 2 pylônes étaient tombés sur des habitations en raison de la neige. Un accident grave, sans victime heureusement, mais avec beaucoup de questionnements encore aujourd'hui pour les communes et pour les riverains. Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vourette. 2 février 2015, ce pylône de la ligne 42 000 volts cède sous l'effet de la neige et de la glace et se retrouve sur le toit du garage de cette habitation. Quelques mètres plus loin, un second pylône est touché. Le pire est évité, mais les habitants sont sous le choc et très inquiets. Presque 1 an plus tard, le pylône est renforcé, mais les riverains, eux, sont toujours aussi préoccupés. Car un peu plus loin, c'est la ligne à haute tension 63 000 volts qui focalise tous les regards, celle qui relie les Ouches à Chamonix et qui va être mise en souterrain. Dans un premier temps, on n'a pas compris qu'on puisse enfouir la 63 000 volts. Et nous qui avons été accidentés, qu'on n'enfouisse pas la ligne, quoi. Dans un premier temps, on a eu l'impression un peu de 2 poids 2 mesures. Le collectif ne cesse donc de se battre pour engager des démarches afin d'obtenir la mise en souterrain de cette portion de la ligne 42 000 volts sur la plaine Saint-Jean, au cœur des habitations. Il y a eu une vraie décision du conseil communautaire et un engagement du président et l'ensemble des 4 maires pour lancer la procédure pour l'enfouissement aux côtés de RTE pour cette ligne 42 000. Des années de négociations et d'études sont encore à prévoir, mais surtout une recherche de financement. Car pour la 63 000 volts, le projet de mise en souterrain partiel a pris plus de 4 ans. Et la facture est lourde, 10 millions d'euros pour supprimer la vingtaine de pylônes qui bordent la 40. Nous avons trouvé des financements complémentaires avec une aide importante du département. RTE a pris en charge le risque avalanche et ont rajouté 1 million. Et il reste aujourd'hui 1,5 million pour la vallée de Chamonix, pour l'enfouissement de cette ligne. 9 km pour 1 million d'euros le kilomètre environ et une mise en service début 2019. C'est l'un des chantiers les plus importants pour RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. C'était un enjeu important. RTE doit le faire sur une très grande partie du territoire français et on l'a fait ici en prenant l'occasion des travaux qu'on devait faire pour renforcer cette ligne. Et au lieu de dépenser cet argent à renforcer cette ligne, nous allons l'imputer, nous allons l'affecter au projet voulu par la communauté de communes, ce qui permet évidemment de diminuer la part de financement de la collectivité. Un raisonnement que le collectif de la 42 000 volts aurait bien voulu entendre.
Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. La femme d'un randonneur tué accidentellement en décembre dans la forêt du Semnoz en Haute-Savoie par des chasseurs a publié une lettre sur Facebook. Elle donne sa version des faits et met gravement en cause les chasseurs qui n'auraient pas respecté, selon elle, les règles de sécurité. Article complet sur notre site alpes.france3.fr. C'est une question que de nombreux parents se posent à l'occasion des fêtes de Noël. Les jouets achetés sont-ils vraiment sûrs et sans danger pour les enfants ? Eh bien, pour le savoir, les préfectures organisent régulièrement des contrôles. C'était le cas aujourd'hui à Épagny, en Haute-Savoie. Une opération visant surtout à rassurer les consommateurs. Marion Feutry, Frédéric Pasquette. Dans cette grande enseigne spécialisée, l'heure est aux derniers achats. La course aux cadeaux et une préoccupation commune pour ses parents, la sécurité des jouets. On regarde sur Internet aussi avant pour voir qu'est-ce qui est bien adapté aux enfants et puis on affine notre choix sur Internet et après on vient chercher. Non, je regarde les petites pièces pour vraiment les enfants en bas âge, c'est tout. Tout ce qui est petites pièces. Après non, je regarde pas plus que ça. J'espère quand même pouvoir faire confiance aux magasins qui puissent mettre des jouets qui puissent être sur le marché quoi, pour les enfants d'un certain âge. Quoi. Des jouets a priori sans risque, car les services de l'État veillent. C'est le message de cette opération communication organisée avec démonstration à l'appui. Il n'a pas d'accessoires particuliers, par contre, il a des yeux en plastique. Il s'agit de voir si ses yeux vont tenir, parce que l'idée c'est qu'un bébé est susceptible, pareil, d'arracher les yeux et de les mettre dans la bouche et de s'étouffer avec. Donc là c'est bon, il n'y a pas de problème. Avertissement, marquage CE, recommandations d'âge sont autant de points à vérifier. Des contrôles qui s'ajoutent à ceux déjà réalisés dès la fabrication pour éviter les risques, étouffement, étranglement ou brûlure. On a en fait toute une batterie de tests qu'on exige de la part de nos fournisseurs en amont de nous fournir pour s'assurer que le produit est aux normes. Et en plus de ça, nous derrière, on refait des tests. Avec leur regard attendrissant, ces peluches de la grande distribution ne présentent donc aucun risque. C'est moins le cas chez les petits fabricants, parfois peu au fait des exigences en matière de sécurité. Des jouets que le Père Noël acheminera ensuite jusqu'aux enfants et pour cela, il en fait des kilomètres. Et chez nous, en montagne, c'est encore plus dur. Alors figurez-vous que le Père Noël s'entraîne. Et oui, Françoise Gay et Dominique Sommet l'ont rencontré pour le premier épisode de notre série consacrée au Père Noël dans les Alpes. Au premier flocon, quelle que soit la couleur du ciel, quelle que soit l'épaisseur de la neige, sous les regards étonnés des Potrominais, il apparaît. Le décompte a commencé, à peine un mois pour s'entraîner. Vous avez essayé de le rattraper ? On a essayé, on n'a pas réussi. Trop rapide, ça y est, il est prêt pour la livraison des cadeaux. Et justement, Mathis, du haut de ses 4 ans, réussit à rattraper le Père Noël. Il a quelque chose à lui confier. J'aimerais une voiture course. Une voiture de course ? Rouge ? Non, vert. Et aussi une guitare électrique. Pour satisfaire les souhaits de Mathis et de tous les enfants, pour se rendre de village en village, de chalet en chalet, il faut un entraînement de sportif de haut niveau. Jour après jour, notre blanc barbu peaufine donc son endurance, affine sa technique, améliore son chrono. Le jour J, il va falloir aller vite, très vite. Mais pas seulement. Escalader les cheminées, la haute plaine de cadeaux, ça ne s'improvise pas. Tout le mois de décembre, dans un endroit tenu secret, le Père Noël enchaîne les voies les plus difficiles. Le regard déterminé, le geste de plus en plus sûr. C'est un entraînement intensif, ouais. Il a besoin de descendre vite parce qu'il a quand même pas mal de boulot et il fait pas mal d'allers et retours. Donc il s'entraîne vraiment intensément en décembre. Qu'est-ce qu'il travaille plus spécifiquement ? Il travaille les lâchers de pied. On voit qu'il a qu'une paire de chaussures, donc il essaye de pas trop les user. Donc, on voit que c'est des petites ballerines d'ailleurs. Et il a très froid l'hiver avec. Sacré gaillard, le Père Noël de nos montagnes. Avec cet entraînement de futur médaillé olympique, aucune cheminée ne lui résistera, aucune maison ne lui échappera.
Quelle que soit la couleur de la nuit, quelle que soit l'épaisseur de la suie, tu peux t'endormir tranquille, petit garçon, petite fille. Rien n'arrêtera petit Papa Noël. Il est prêt. Un peu plus tôt dans ce journal, nous évoquions cet affaissement de pylônes électriques sous le poids de la neige. C'était il y a presque un an aux Ouches. Un événement qui a marqué l'année 2015, tout comme les rassemblements en hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. Retour dans ce journal sur les moments forts de l'année 2015 dans les Alpes. Et l'on commence par le début de l'année avec Isabelle Guader et Azine Kebabti. Bonjour à tous, ils l'ont fait, les Grenoblois ont battu l'OM hier soir. Le GF 38 accède au 16e de finale de la Coupe de France après un match impressionnant. Il aura fallu attendre l'égalisation 3-3 puis les tirs au but avant de crier victoire. Les Dauphinois ont donc éliminé l'actuel leader de Ligue 1. Bien joli début d'année, à vrai dire, qu'on y connaisse quelque chose ou rien du tout en football, il est de ces exploits qui font du bien, jusque dans la presse nationale. Un exploit monumental et un scénario fou hier soir au Stade des Alpes. L'équipe dans laquelle on peut lire votre interview, Olivier Sargaglia, bonjour. Est-ce que vous y croyez à cette victoire ? On y croit toujours. Voilà, quand on est entraîneur et qu'on est compétiteur, on croit toujours à la victoire et on joue pour ça. Maintenant, on savait que ça allait être compliqué, ça l'a été, mais voilà, dans la vie, il y a des miracles qui se produisent et hier soir, il y en a eu un. Mais le 7 janvier, c'est la vie massacrée qui fait en noir et en silence la une des médias. 12 morts, dont 2 policiers abattus dans l'attentat de Charlie Hebdo, au nom d'Al-Qaïda. Dans toute la région, des marches républicaines s'organisent. À Grenoble, ils seront 110 000, du jamais vu depuis la Libération. Policiers et journalistes sous une même bannière en tête de cortège, l'image est inédite. Oh, c'est pas étonnant, quand on est blessé, on se rassemble, c'est un sentiment humain, c'est l'humanité qui veut ça. Un cortège silencieux progresse, rythmé seulement par les applaudissements. Une foule d'anonymes qui, comme dans toutes les villes de France, refusent la barbarie. On se sent directement concerné. Je ne sais pas l'expliquer, mais je me sens concerné. Au fur et à mesure de l'après-midi, le cortège prend de l'ampleur. Devant l'impressionnante mobilisation, le parcours est plusieurs fois dévié. Le parcours, on l'a dévié à 2 ou 3 reprises parce que vous le voyez, c'est inédit. C'est sans précédent. Nous sommes venus dire combien nous étions attachés à la liberté, c'est le mot qui nous rassemble aujourd'hui, que nous n'avons pas peur de la terreur. Dans ce pays, il y a une diversité religieuse que nous représentons aujourd'hui, nous les trois, les religieux monothéistes. C'est vrai pour dire aussi non à la violence, non à l'extrémisme, non au radicalisme. Je ne dis pas le radicalisme musulman, mais tout type de radicalisme religieux. Et on est français, on est heureux de l'être, mais on veut aussi dire non à une mauvaise interprétation de la foi. La veille à Grenoble, on a tout de même célébré toute la nuit la naissance officielle de la belle électrique. Les tout premiers accords, ceux des Monkey Police. Plus qu'une salle de concert dédiée aux musiques actuelles, on veut ici créer un lieu de vie. Alors on est dans un contexte un petit peu lourd avec, vous l'avez rappelé, cette tragédie à Charlie Hebdo. Ce matin, une minute de silence a été observée lors de l'inauguration officielle de la belle électrique. La salle, ample et aérée avec ses gradins, ses balcons, son bar et ses espaces annexes, a été conçue pour accueillir 1 millier de spectateurs. Les premiers sont visiblement bluffés par l'esthétique des lieux, comme par ses qualités techniques. Des pylônes terrassés, plus d'électricité, c'était le 2 février aux Ouches en Haute-Savoie. Épisode exceptionnel. 2 jours avant, Autran avait dû en Isère annuler sa foulée blanche faute de flocons à l'hiver. La neige, c'est caprice, c'est délice. C'est le 1er février, alors ça va pas durer. Le mois est court. Parole de Jean-Claude, la pelle à neige, il connaît. Et pourtant, ce matin, sur les hauts de Coran, Jean-Claude s'est fait surprendre, comme tout le monde. Activité luge ce matin pour les petits, pour les plus grands, activité chez nos manquants. On les a déjà essayés sur le parking, même le parking en fait. Ah, vous êtes déjà organisé, vous avez testé avant? On avait testé avant, oui. Ah, il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Oui, bah d'accord, bon courage alors. La neige, c'est beau, parce que ça réconcilie les grands et les petits. Sous les flocons, papa redevient un petit garçon. Ah, elle est bonne, hein. Au goût et à la couleur, elle est parfaite.
L'enfance, le temps où tout nous semblait possible. Délivrer des princesses, gagner au loto, changer le monde plutôt. Et même faire rouler tout seul une boule de neige géante. Et on reste sur la neige avec les belles performances des Français et des Françaises en ski cross ce week-end. C'était la seconde course de l'étape de Coupe du Monde à Inishan en Italie. Le champion olympique de Val Thorens, Jean-Frédéric Chapuis, a même pris la tête du classement général. On regarde. Au départ, Jean-Frédéric Chapuis, le skieur de Val Thorens, champion olympique, et Sylvain Miallier, 2 Français en finale à Inishan en Italie pour cette manche de Coupe du Monde. Problème, le dossard vert du Suédois Norberg, qui fait l'intérieur et qui pousse les Français presque à la faute. Le Suédois file et n'a plus qu'à surveiller son rétroviseur pour constater que Chapuis et Miallier lâchent le Suisse Fiva. Norberg premier, Chapuis deuxième, Miallier troisième. Mais Jean-Frédéric Chapuis largement en tête de la Coupe du Monde. Même lieu, même épreuve au féminin cette fois, avec Alizé Baron au départ de la finale. Bon départ de la Française, qui s'offre même la tête de course au sortir du virage à droite. Mais la suite est un peu plus délicate, deuxième, derrière l'Autrichienne Limbacher, puis troisième, derrière Serva, la Canadienne. Finalement, l'ordre ne change plus, première Limbacher, deuxième Serva, troisième Alizé Baron qui prend la deuxième place au classement général. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite la météo puis l'édition nationale. Je vous retrouve demain à midi. Passez une très belle soirée.